Voilà, bonsoir à tous. On attend encore quelques petites minutes les retardataires. On va attendre 20h35, encore deux petites minutes. Voilà, on a passé le cap des 100 personnes connectées, c'est un succès. Voilà, ça se connecte toujours. Bon, il est 20h35, je pense qu'on peut démarrer. Alors bonsoir à tous. Je veux d'abord tous vous remercier, vous êtes très nombreux d'assister à ce webinaire. Prenez un petit peu de temps si précieux en ces jours de solstice d'été pour vous former, c'est très très bien. On prévoit un petit 2 heures de réunion, pas plus. Je veux avant tout remercier les différents orateurs qui vont prendre la parole ce soir, en particulier Madame Élodie Roux, substitut du procureur de Valenciennes, Madame le docteur Solange Moore, qui est première vice-présidente du Conseil départemental du Nord de l'Ordre des médecins. Ce sont deux personnes qui ont permis la signature du premier protocole justice, ordre, hôpital sur le Valenciennois. Je remercie aussi Monsieur Moron, magistrat détaché au ministère de la Justice, qui doit être connecté avec nous en principe. Je remercie aussi Maître Julie Paternoster, qui est notre avocate, qui est sur votre écran. Le docteur Franck Roussel, qui est le secrétaire général de l'Ordre, et Madame Julie Scarna, ainsi que Madame Hélène Follins, notre directrice et notre juriste. Un grand merci aussi à l'URPSML, son président, le docteur Stack, qui ont accepté de nous aider à mettre en place cet événement, car c'est un événement et même une première, car il semblerait qu'aucun webinaire n'ait encore été organisé par le CD59, et en tout cas aucun webinaire sur ce thème en France. Je remercie encore l'URPSML, je remercie Madame Aude Grimont-Pré de son aide efficace, et le docteur François Loez qui prendra la parole aussi tout à l'heure. Un chiffre, 52, c'est pas le nombre de participants bien supérieur, c'est le nombre de féminicides depuis le début de l'année. 52, 2 par semaine. Si notre démarche et ce protocole permettent de sauver ne serait-ce qu'une vie, ce sera un succès. Visons davantage. Nous avons voulu ce soir que ce soit un événement, car finalement, ce sujet, c'est une nouvelle dérogation au secret médical dont l'ordre est le garant. Alors, les détails de ces changements vont vous être exposés sur le plan juridique, tout d'abord par Madame Élodie Roux, puis Solange Moore nous exposera le versant médical de façon très pratique. François Loez nous dira un petit mot de l'activité de l'URPS en ML dans ce domaine. Et puis nous garderons un long moment d'échange et tenterons de répondre un maximum des questions. Vous ne manquerez pas de nous envoyer sur le chat, sachant que les réponses seront orales, on ne répondra pas par écrit, bien sûr. Voilà, sans plus attendre, je donne la parole à Madame Élodie Roux, qui est donc substitut près du procureur du tribunal de Valenciennes.
Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir invité tout d'abord à ce webinaire. Je suis honorée de faire cette soirée avec vous, de participer aussi en collaboration avec le Dr Moore, avec qui on a travaillé étroitement sur ce projet qui enfin voit le jour aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement avant d'attaquer le vif du sujet, substitut du procureur au parquet de Valenciennes. Je suis en charge donc du contentieux des violences intrafamiliales depuis 3 ans maintenant. Contentieux, je vais rebondir sur les chiffres qui viennent d'être exposés, qui a explosé en espace de 3 ans. Simplement à titre d'information, il y a 2 ans, on avait 1300 plaintes. Aujourd'hui, 1800 en matière de violence intrafamiliale, donc au sens large, violence conjugale, harcèlement, menaces de mort, appels téléphoniques malveillants, parce que la parole s'est libérée, mais parce qu'aussi il y a aujourd'hui un véritable travail partenarial entre le judiciaire, le monde médical. Je crois que c'est aussi une première sur le ressort et on est tous très contents de voir ce projet aboutir encore une fois aujourd'hui. Voilà, l'ensemble des partenaires se mobilisent autour de ce sujet, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir ce type de dispositif. Donc, je vais essayer de présenter ce protocole qui s'appliquera donc à tous les médecins libéraux qui dépendent du ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes, sachant que l'idée, je pense, c'est de le déployer ensuite plus largement sur l'ensemble du département. Donc, cette convention a été signée le 5 mai 2022, entre Monsieur le procureur, Monsieur le président, la médecine légale de Valence, les UMJ, le service des UMJ du CH de Valenciennes et le directeur du centre hospitalier. Cette convention a été rendue possible à la suite de la loi qui, alors je vais faire défiler le PowerPoint, à la suite de la loi du 30 juillet 2020 qui est venue modifier les articles du Code pénal. Je pense que certains le savent déjà, mais je vais quand même essayer d'expliquer rapidement ce qu'il en est en la matière, puisque vous savez que les médecins et d'autres professions sont titulaires d'un secret, donc soumis au secret professionnel, et la violation de ce secret professionnel entraîne en principe une sanction pénale. C'est une peine d'emprisonnement qui est encourue, peine d'amende. C'est l'article 226-13 du Code pénal que j'ai mis à l'issue. Voilà. Et l'article 226-14, tel qu'il résulte aujourd'hui de cette loi du 30 juillet 2020, est venu créer une nouvelle dérogation au secret professionnel, permettant aujourd'hui à des médecins de venir signaler des situations de violence intrafamiliale au procureur de la République dans certaines conditions, et c'est donc très strictement encadré. L'article 226-14 alinéa 3, ce qu'il faudra retenir, et vous aurez, je crois, tous ensuite accès à ce PowerPoint qui reprend toutes les conditions. Il y a 2 éléments qu'il faut retenir. C'est que le médecin va pouvoir signaler tout fait de violence conjugale dont il a connaissance qui entre dans un cadre encore lui-même restreint. J'ai cité l'article 132-80 du Code pénal. En fait, il y a une notion de conjugalité. Donc, concubin, partenaire de Pacs, conjoint, donc des époux qui sont mariés, mais aussi anciens concubins, anciens partenaires de Pacs et des ex-époux, mais aussi quand il y a juste la notion de couple et qu'il y a une absence de cohabitation entre le couple qui est formé. Donc, les critères sont assez larges et le médecin pourra signaler cette situation avec 2 critères clés qu'il va falloir retenir. Lorsque les violences dont il a connaissance mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat, notion de danger immédiat sur laquelle je pense on reviendra, qui n'est pas définie clairement juridiquement, mais il y a tout un panel d'outils qui vous aident à apprécier cette notion. Et lorsque le médecin a connaissance d'une situation de contrainte morale qui résulte d'un phénomène d'emprise qui serait exercé sur la victime, et celle-ci ne serait donc plus en capacité de se protéger seule. Dans ces cas de figure, le médecin pourra procéder au signalement auprès du procureur de la République sans que sa responsabilité pénale, disciplinaire ou civile ne puisse être engagée. Voilà le fameux article 132-80 dont je vous parlais, avec cette notion de couple extrêmement large, même en l'absence de cohabitation, et donc ancien conjoint concubin. Cette convention donc est venue
baliser un petit peu tout le circuit de signalement lorsqu'un médecin aura connaissance d'une telle situation. Quel est le circuit pour que nous, au niveau du parquet, on puisse ensuite agir et diligenter une enquête. Je vais donc essayer de reprendre un petit peu cette convention. En principe, elle vous a été diffusée également. Déjà, elle s'applique donc, je le disais, aux médecins qui exercent sur le ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes. La question qui m'a déjà été posée à juste titre, c'est comment savoir de quel tribunal on dépend, à qui on envoie un signalement quand on sera confronté à cette situation. Il y a donc un lien que je vous ai mis, qui permet tout simplement, en fonction de la commune dans laquelle vous exercez, de savoir déjà auprès de quel tribunal vous dépendez. Ensuite, la question de savoir si on envoie plutôt au domicile de l'auteur, de la victime, ce ne sera pas votre problème à vous, puisque l'idée, c'est que dès lors que vous dépendez d'un tribunal judiciaire, vous envoyez votre signalement et le parquet se chargera ensuite d'adresser le signalement soit à un autre parquet s'il y a un problème de compétence, soit saisira les services de gendarmerie compétents de police ou autre. Ce ne sera pas votre problématique à vous. La seule, c'est de savoir de quel tribunal vous dépendez pour adresser ce signalement. Et donc, je vous ai mis ce lien pour faciliter un petit peu les choses. Les conditions pour procéder à ce signalement, je le disais et je le rappelle, c'est donc une victime majeure, la notion de danger immédiat, la notion de couple et de conjugalité et phénomène d'emprise et de contrainte morale, puisque vous le savez, il y a aussi d'autres dispositions de l'article 226-14 du Code pénal qui vous imposent pour le coup le devoir de signaler et d'informer l'autorité judiciaire, notamment une personne mineure ou vulnérable en dehors de toute capacité de se protéger. Là, c'est une possibilité désormais qui vous est offerte, sans qu'encore une fois des poursuites ne soient engagées. Et donc, vous êtes dans ces critères qui sont fixés dans la Convention et que vous avez là devant vous dans ce PowerPoint. En cas de difficulté pour apprécier certaines situations, je le disais, phénomène d'emprise qui peut être difficile à apprécier, même chose concernant cette notion de danger immédiat. Vous avez le vade-mecum sur lequel le docteur Moore reviendra et surtout le Conseil de l'ordre qui, je crois, se tiendra à votre disposition aussi en cas de difficulté, peut-être pas sur des situations individuelles, enfin je pense qu'on y reviendra aussi, mais surtout la médecine légale, les UMJ de Valenciennes qui sont donc co-signataires de cette convention et auprès de qui vous pourrez aussi vous tourner en cas de difficulté. Et je vais y revenir plus spécifiquement sur les situations concernées. La question du signalement, une fois que vous êtes confronté à ça et que vous avez donc cette patiente devant vous, il y a le signalement type qui, là encore une fois, a été annexé à cette convention avec le certificat qui sera joint. Et avant de l'adresser sur la boîte mail dédiée au niveau du parquet de Valenciennes, qui figure aussi dans la convention, il faudra effectivement appeler la permanence TTR. Donc, dans chaque parquet, pour les médecins qui ne sont pas forcément familiarisés avec ça, chaque juridiction en France a au niveau du parquet, donc le parquet, le service du procureur de la République et ses substituts, ce qu'on appelle la permanence TTR, le traitement en temps réel où sont traitées toutes les affaires en flagrance sur le ressort, toutes les gardes à vue, toutes les affaires criminelles délictuelles dont on a connaissance et qui sont traitées. Donc, il y a un flux permanent. Et typiquement, ce genre de situation pour des situations d'urgence, eh bien, il y a un petit appel à la permanence qui est fait. Comme ça, on traite immédiatement dans l'instant T des réceptions du signalement cette situation et on ne va pas attendre une semaine, 2 semaines pour prendre en charge la situation. Le numéro de la permanence TTR vous est également communiqué dans cette convention, donc en principe, vous aurez accès à tout. 2 situations à distinguer, soit on est dans les critères que j'invoquais, danger immédiat, phénomène d'emprise, et on signale la situation, avec en principe l'obligation de recueillir l'accord de la victime. Mais ces nouvelles dispositions vous permettent désormais de le signaler, même lorsque la victime refuse de procéder à ce signalement, sans qu'encore une fois, votre responsabilité ne soit engagée derrière. Dans les autres cas de figure, quand vous considérez que vous n'êtes pas sur une situation de danger immédiat, phénomène d'emprise, parce qu'il y a un phénomène, par exemple, de conjugopathie, mais on n'est pas nécessairement sur des violences conjugales que vous pouvez constater. Il y a la possibilité d'informer la victime, évidemment. Alors ça, c'est même une obligation en principe sur tout ce qui existe en la matière, le service d'aide aux victimes, vers laquelle on pourra l'orienter. Et là encore, vous aurez accès à tous les coordonnées. Mais surtout, de remettre à la victime un compte-rendu de consultation, d'en conservez-vous une archive et de lui indiquer que si
si jamais elle changeait d'avis et qu'elle se décidait à signaler cette situation, eh bien, elle pourra se servir de ce compte-rendu et le transmettre à nouveau au parquet pour qu'une enquête soit diligentée. Ça, ce sont un petit peu les deux situations. Je le disais, lorsque le médecin se trouve dans une difficulté pour évaluer la situation, prendre en charge cette victime qu'il a devant lui pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai bien conscience, et je pense qu'on en a tous eu conscience quand on a établi cette convention, il y a un lien de confiance privilégié qui est établi entre un médecin généraliste, un médecin traitant et sa patiente, et que c'est parfois difficile de venir signaler, rompre ce lien de confiance et de signaler une telle situation au parquet, au risque d'avoir derrière une victime qui se verrouille complètement, qui ne vienne plus auprès du médecin se confier, et on risque de la perdre effectivement à tout jamais avec une parole complètement verrouillée. Dans ces cas de figure, vous pouvez vous orienter vers la permanence UMJ. Là encore, vous avez les coordonnées pour que les UMJ fassent un petit peu l'intermédiaire entre ce qui se passe dans votre cabinet et le parquet. Cette permanence UMJ est aussi disponible lorsque vous avez des difficultés pour apprécier la situation, parce que les lésions vous paraissent soit trop graves pour fixer une ITT. C'est souvent une question qui a été posée aussi au médecin légiste, le docteur Laurier, en charge de la médecine, parce qu'on a aussi le retentissement psychologique, comment apprécier toutes ces différentes problématiques. Dans ces cas de figure, même chose, vous pouvez appeler les UMJ qui pourront déjà vous guider, et si ça vous paraît trop difficile, on oriente la victime au service de la médecine légale à Valenciennes, et ce sera ensuite le service des UMJ qui se chargera de faire le signalement au niveau du parquet. Ça, c'est la deuxième chose. Et par ailleurs, autre situation difficile, je pense qu'on va y revenir, j'ai cru comprendre que c'était une problématique qui travaillait certains d'entre vous, le risque de représailles de la part d'un auteur, d'un conjoint violent qui serait présent, qui serait assez intimidant, menaçant, et la crainte pour le médecin de signaler cette situation avec un risque de représailles manifeste. Même chose, vous avez le portable de la permanence TTR qui vous sera diffusé, qui est dans cette convention. C'est donc un accès privilégié au parquet. Dans ces cas de figure, il faudra appeler, vous aurez immédiatement un parquetier qui fera dépêcher une patrouille de police ou de gendarmerie en fonction de votre secteur pour qu'il y ait une prise en charge immédiate de l'auteur et qu'on puisse traiter la situation sans qu'il y ait de risque justement d'atteinte à l'intégrité physique du médecin. Si même ça, vous avez des craintes et que ça vous paraît là encore trop compliqué parce qu'il est présent, parce qu'il y aura des représailles derrière après coup s'il y a un signalement qui est fait, là encore, vous pouvez orienter la victime vers la médecine légale après un lien qui sera établi avec le service de la médecine légale qui fera encore une fois l'intermédiaire et le tiers entre votre cabinet et le parquet de Valenciennes pour qu'on puisse traiter cette situation. Pour information, lorsque la victime est orientée au service de la médecine légale, on bascule sur la convention hôpital qui a été signée à Valenciennes le 7 octobre 2020 entre les 3 centres hospitaliers du ressort et le parquet de Valenciennes, où là, on a les deux mêmes cas de figure. Soit on est dans une situation de danger immédiat, phénomène d'emprise, le médecin légiste ou l'urgentiste ou autre va pouvoir nous signaler la situation malgré le refus de la victime. Soit on n'est pas dans cette situation et dans ce cas-là, procédure conservatoire avec un compte-rendu qui sera conservé à l'hôpital, on informe la victime de tous ses droits. Soit, troisième scénario, on est vraiment sur une situation particulièrement grave et dans ce cas-là, on a la prise de plainte qui peut être effectuée à l'hôpital avec les forces de l'ordre qui se déplaceront à l'hôpital et qui s'occuperont de la victime sur place avec une prise en charge disciplinaire, le médecin légiste qui pourra l'examiner à l'issue et éventuellement une psychologue. Concernant, alors je vais aller trop vite. Concernant juste l'envoi, pour que vous ayez aussi un retour, une fois que vous aurez adressé votre signalement au parquet, vous aurez un accusé réception qui sera systématiquement envoyé pour vous confirmer qu'il y a bien eu réception de ce signalement et qu'on traite cette affaire immédiatement, sachant qu'auparavant, je vous l'ai dit, normalement, vous appelez la permanence TTR pour leur dire « attention, il y a un signalement qui va arriver », mais vous aurez
un retour, un accusé réception. Et par ailleurs, on pourra vous tenir informé non pas de la réponse pénale parce qu'on est nous aussi soumis au secret, hein, donc on ne peut pas vous dire comment cette procédure a été orientée, mais en tout cas, ne serait-ce que vous dire que oui, c'est traité, l'enquête est en cours, voilà, sans vous donner plus d'informations, mais en tout cas, vous rassurer sur le fait que on soit dans un dialogue constructif et que l'affaire soit bien prise en charge. Je pense avoir fait à peu près le tour de cette situation. Je vous ai mis deux slides, qui résument un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer, notamment un schéma qui résume les différents cas de figure auxquels vous aurez accès et que je viens de vous projeter. Il y a pas mal de choses à lire, mais globalement, c'est tout ce que je viens de vous dire. Je voulais faire un dernier petit topo sur la notion d'emprise, mais je crois que le docteur Moore y reviendra parce que notion qui est quand même très difficile à apprécier. Il y a tout un tas de critères qui ont été développés dans ce vadémécum. On va y revenir longuement. Voilà, l'idée, c'est, je pense, une relation complètement inégalitaire entre un auteur et une victime. Difficulté pour cette victime de réfléchir de façon complètement rationnelle. On parle souvent, c'est un psychiatre qui a écrit beaucoup sur le sujet, qui parle d'une forme d'aveuglement et de surdité au plan complètement psychique du terme, et donc l'incapacité de se départir d'une situation et donc forcément de se protéger contre l'auteur et de protéger elle-même. Bon, c'est très large. Je sais qu'on va y revenir plus longuement. S'il y a d'autres questions, de toute façon, je suis disponible à toute la soirée pour y répondre. J'espère avoir été assez claire et pas trop rapide dans toutes ces explications. Voilà. Je coupe. Merci beaucoup, Madame le substitut du procureur. Non, vous avez été très clair. Merci encore pour cette intervention. Je veux juste faire une petite précision. Comme vous l'avez compris, notre conseil a signé un protocole avec le tribunal judiciaire de Valenciennes. Et donc, on peut d'ailleurs, les médecins peuvent trouver tous ces détails, tous les numéros, les adresses mail sur le site internet du conseil départemental, après s'être logué, bien évidemment, ça n'est pas en accès public. Et donc, nous sommes actuellement en négociation avec les autres tribunaux judiciaires du département. À savoir que le département du Nord est un peu particulier puisqu'il compte 6 tribunaux judiciaires. C'est un peu comme les CPAM, c'est un département, il y a beaucoup de CPAM et il y a aussi beaucoup de tribunaux judiciaires. Et donc, ces conventions, ces protocoles seront déclinés avec chacun de ces tribunaux judiciaires. Et donc, vous trouverez sur le site internet du conseil départemental tous ces numéros de téléphone, ces adresses mail qui permettent d'avoir des prises en charge rapides et des interlocuteurs et des numéros de téléphone qui décrochent. Les médecins ne sont pas habitués à ça. Voilà, sans plus attendre, je donne la parole au docteur Solange Moore, donc, qui est pédiatre de formation, qui est conseillère ordinale et qui est vice-présidente au conseil départemental de l'Ordre des médecins du Nord, est très investie dans ces problèmes de violence intrafamiliale. Elle nous représente d'ailleurs au Conseil national pour cette problématique. Voilà, Solange. Ah, ça y est. Alors, merci Franck. Alors, merci à l'URPS de nous recevoir. Je renouvelle les remerciements du président. Je remercie le président de m'avoir autorisé à travailler sur cette thématique qui me tient à cœur. J'étais médecin pédiatre, je travaillais en maternité, très souvent malheureusement confrontée à des situations très difficiles dont je garde la mémoire. Je remercie énormément Madame Roux parce que nous avons beaucoup échangé, nous avons travaillé ensemble. Je me suis enrichie de ses connaissances et ça m'a fait beaucoup de plaisir d'arriver à la conclusion de notre travail.
Donc, j'ai le privilège de vous parler du rôle du médecin dans ces circonstances, dans ces tristes circonstances. Tout d'abord, Madame Roux vous a défini ce qu'étaient les violences conjugales. Les violences conjugales supposent qu'il y ait un lien entre l'auteur et sa victime, un lien passé ou un lien présent. Il peut s'agir d'un couple marié, d'un couple pacsé, d'un couple divorcé, séparé ou d'un compagnon. Les violences conjugales peuvent s'exprimer de différentes façons. On a plutôt l'habitude de penser aux violences physiques avec des coups et des blessures, avec la mise en danger de la personne immédiatement, mais il peut aussi exister des violences psychologiques à type de harcèlement moral, d'insultes, menaces. Il peut exister des violences sexuelles à type de viol, y compris viol conjugal, des attouchements. Il peut par ailleurs exister des violences économiques lorsque vous êtes privé de vos ressources financières et que vous êtes maintenu dans la dépendance de votre compagnon ou ex-compagnon. Il est très difficile pour vous d'exister. L'HAS s'est penché sur cette thématique et a émis quelques recommandations. Une recommandation particulièrement difficile pour nous les médecins, c'est de penser à poser régulièrement la question en consultation. Je sais à quel point c'est compliqué en pédiatrie, j'imagine à quel point c'est compliqué en médecine tout court. Donc, il nous demande, si possible, de questionner systématiquement nos patients. Ça va être une des questions les plus difficiles. Mais nous pouvons déjà commencer par montrer notre implication et susciter le dialogue en mettant des affiches dans notre salle d'attente, en affichant par exemple le numéro 3919. Des circonstances particulières doivent nous faire penser à un risque majoré, comme la grossesse ou la période du postpartum, période où les femmes sont beaucoup plus fragilisées. Il faut toujours se souvenir que l'impact des violences ne concerne pas uniquement la victime adulte, mais concerne aussi les enfants lorsqu'il y a des enfants présents au foyer, et les conséquences secondaires sont très importantes puisqu'on retrouve beaucoup plus de délinquance ou beaucoup plus de difficultés scolaires, de troubles du comportement chez ces enfants qui ont subi des violences. Comme ça, d'accord. Alors, ce qui est important aussi, le rôle du médecin, c'est d'écouter la victime et de lui expliquer qu'elle n'est nullement coupable. Ce n'est pas elle qui est responsable d'avoir des coups ou d'être maintenue dans cette situation délicate, c'est l'auteur qui est responsable. On essaye pendant la consultation aussi d'évaluer les signes de gravité de la situation à domicile. S'il le faut, on établit un certificat médical qu'on garde dans le dossier médical à la disposition de la patiente ou du patient le jour où il souhaite porter plainte. Parfois, on est amené à aller jusqu'au signalement lorsque les critères de danger et d'emprise sont réunis chez une victime majeure, comme l'a dit Madame Roux. Ce qui est important, c'est de ne jamais rester seul dans son cabinet parce que prendre la décision de signaler est une décision toujours délicate. Et c'est là qu'il est important d'être entouré d'un réseau de professionnels et éventuellement d'avoir recours à l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de proximité. Nous nous sommes retrouvés dans cette situation parce qu'une loi est venue modifier l'article L226-14 du Code pénal. Oui, merci. Bon, en fait, cet article a institué une dérogation permissive au secret médical. Vous savez que nous sommes tenus de tenir secret tout ce que nous entendons en consultation et il nous est infligé une peine sévère si nous dérogeons à ce secret. L'article L226-13 le résume. Cet article-là ne s'appliquera pas à nous puisque depuis la loi, il nous est permis de déroger au secret lorsque nous sommes face à une victime majeure en danger immédiat et sous emprise. J'ai bien résumé les critères. Ces critères doivent se retrouver. Ils sont évidemment difficiles à apprécier, mais il est important qu'ils soient présents. Un danger. Un danger, c'est ce qui peut constituer une menace pour un individu, un risque ou
Bon, un objet, ça ne nous concerne pas. Et à l'extrême, on est en situation de péril. Ce sont les définitions que l'on retrouve ou dans le Larousse ou dans le Robert. Pour ce qui concerne l'emprise se caractérise par un ascendant intellectuel ou moral ou autre de quelqu'un sur une personne qui est incapable de se libérer des liens que cette personne a tissés dans son cerveau. Dans le Vade-Mecum qui a été édité par le Comité national de violence intrafamiliale sous l'égide du ministère de la Justice et du Conseil national de l'Ordre des médecins, il figure les critères de danger immédiat. Se référer à ces critères peut vous aider lorsque vous êtes dans une situation où vous ne savez plus s'il faut signaler. Ce qui est important, c'est d'écouter la victime. Elle vous fera souvent part d'une multiplicité de violences dont la fréquence a augmenté dans ces derniers temps. Elle est dans un projet de séparation. Le plus souvent, elle n'en a pas parlé à son conjoint, mais il l'a appris. Y a-t-il des enfants présents dans le foyer au moment des coups? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles violences récemment et est-ce que ces violences s'exercent également à l'égard des enfants et des proches? Est-ce que cette victime nous indique que son partenaire ou son ex-partenaire utilise des enfants pour lui faire du chantage? Il y a d'autres critères de danger immédiat. Est-ce que cette personne, est-ce que cette victime a peur pour elle ou pour ses enfants? Est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'au domicile, il y a un enfant de moins de 2 ans? Est-ce que son compagnon l'a incité au suicide? Est-ce qu'il l'a empêchée de sortir de chez elle? Est-ce que son compagnon est sous l'effet de l'alcool, de drogue ou de médicaments? Est-ce que l'ancien partenaire ou le partenaire a des antécédents psychiatriques? Est-ce que les forces de l'ordre sont déjà intervenues au domicile conjugal? Le partenaire ou l'ancien partenaire a-t-il eu des altercations avec la police à titre personnel? Et est-ce que la victime a elle-même déjà subi des menaces de mort, soit données directement à elle ou aux enfants, par l'intermédiaire des enfants? Et puis, fait aggravant, la présence d'armes à feu au domicile. Les critères d'emprise sont beaucoup plus difficiles à déterminer et il est important d'écouter ce que dit, comme toujours en médecine, la patiente ou le patient. Est-ce que la victime a reçu des propos dévalorisants, humiliants, dégradants, injurieux de la part de son partenaire ou de son ancien partenaire? Est-ce qu'elle est sous surveillance permanente? Est-ce qu'elle est harcelée moralement, sexuellement, au moyen de mail, par des SMS ou par des appels répétés? Vous avez tous lu dans la presse le nombre de messages que certains compagnons, parce que là, en l'occurrence, c'était des compagnons, pouvaient envoyer à leur compagne lorsqu'ils n'appréciaient pas que celle-ci prenne le large et se détache d'eux. Peut-elle disposer librement de son temps? C'est-à-dire, peut-elle aller faire des courses quand elle veut? Peut-elle sortir de chez elle quand elle veut? Ou a-t-elle un emploi du temps minuté, surveillé par l'auteur des coups? Cette victime est-elle empêchée ou restreinte par son partenaire d'entrer en contact avec sa famille ou ses amis auxquels elle pourrait s'ouvrir de ses difficultés? Est-ce que la victime se sent épuisée? Est-ce qu'elle est déprimée, n'a plus goût à rien et se sent à bout parce qu'elle n'a aucune solution? Et puis, parfois, il lui arrive même de se sentir responsable de la dégradation de la situation. En tout cas, on l'en a persuadé. Parfois, l'auteur fait part de tentatives de suicide, de menaces de tentatives de suicide, et la victime nous partage ses difficultés qu'elle a à gérer ce type de situation. Est-elle en situation de dépendance financière? Dispose-t-elle de ses revenus à elle ou tout l'argent, par exemple, du couple est viré sur un compte et c'est le mari ou le compagnon qui dispose de la quantité, de la somme qu'il désire allouer à sa compagne? Est-elle en situation d'emprise administrative dans la mesure où le compagnon a confisqué les papiers et qu'il lui est impossible de s'éloigner du domicile? Est-ce qu'elle est dépendante des choix, des décisions de son partenaire pour agir? Est-ce qu'elle a l'impression qu'il
l'auteur exerce un contrôle sur ses activités, son comportement quotidien. Est-ce qu'il gère, par exemple, sa façon de s'habiller, le maquillage, les sorties, le travail? Lorsqu'on est devant ces critères, et je vous invite à, par exemple, établir une liste que vous laissez sur votre bureau et que vous pouvez cocher au fur et à mesure des paroles de la victime. Lorsque vous retrouvez au moins 2 de ces critères, attention, nous sommes en situation de danger et c'est dans cette situation-là que la loi nous permet, j'ai bien dit nous permet, elle ne nous oblige pas à faire un signalement, elle nous permet de faire un signalement. C'est différent de ce qui se passe chez le mineur ou chez le majeur vulnérable. La question habituelle, que fait l'ordre? Eh bien, l'ordre se doit d'être à vos côtés et l'ordre le manifeste par la mise en place d'un contact téléphonique, soit au niveau du standard, soit en appelant la référente administrative chargée de cette thématique au niveau du CDO 59. Pour ce qui concerne la référente sécurité, il s'agit du Dr Jocelyne Gilski, à laquelle certains d'entre vous ont déjà fait appel lorsqu'ils étaient en situation de danger. Et puis, pour ce qui est la référente violence intrafamiliale, le président m'a chargé de cette thématique. Il existe un site, le site de l'ordre du 59, avec le lien qui vous sera partagé, sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir les informations dont vous a parlé Madame le procureur. Sur ce site, lorsque vous cliquez sur Accès médecin, je vous rappelle qu'en cliquant sur Accès médecin, vos identifiants sont vos numéros d'inscription à l'ordre, pas le RPPS, le numéro d'inscription à l'ordre et pas non plus le numéro ADELI. Le mot de passe, c'est votre date de naissance en 8 chiffres. Il va se dérouler un menu dans lequel apparaîtra à l'avant-dernière ligne « Violence intrafamiliale ». Vous cliquez dessus, va apparaître un autre onglet marqué « Effectuer un signalement ». Dans ce menu-là, vous voyez apparaître, il peut apparaître le signalement type, le livret de signalement type. Là, vous ne retrouverez pas les adresses ni les numéros de téléphone qui vous concernent. Au fur et à mesure que l'on signera les protocoles, ce menu-là sera enrichi avec, comme vous voyez là, lorsque vous adressez votre signalement au parquet de Valenciennes, si les médecins valenciennois du ressort du parquet de Valenciennes qui cliquent sur cet onglet-là peuvent avoir toutes les réponses à leurs questions. Au fur et à mesure de la signature des protocoles avec les autres parquets, ce menu sera enrichi. Là, c'est une image statique, mais en fait, dans les références, je vous ai mis un lien vers cette carte interactive. Cette carte figure sur le site de la préfecture du Nord. Suivant l'endroit où vous êtes, vous cliquez sur le lieu où vous vous trouvez et vont apparaître les adresses des associations d'aide aux victimes, parfois même le nombre de lits d'hébergement dévolus pour la prise en charge des victimes de violences. Donc, à la fin, je vous ai mis différentes références. Entre autres, il y a le Vademecum qui a donc été publié par le ministère de la Justice et le CNOM. Vous avez la référence pour aller sur la carte interactive. Et puis, vous avez aussi la référence pour l'HAS où sont, répertoriées toutes les recommandations que je vous ai résumées tout à l'heure. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Dr Moore, pour cet exposé dense mais passionnant. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment poser les questions sur le petit chat. Il y en a qui ont commencé. On répond à celles qui sont simples et puis les autres, on y répondra après le dernier exposé du Dr François Loès, donc qui est le local, j'allais dire, puisqu'il est membre de l'URPSML, que je remercie encore une fois de nous accueillir et de nous avoir aidés pour la partie logistique de l'organisation de ce webinaire. Vous avez vu sur le nombre de participants, nous sommes très nombreux, et vraiment, ça c'est vraiment très encourageant. Voilà, donc sans plus attendre, je donne la parole au Dr François Loès.
Petit problème logistique qui va être vite réglé. On t'a plus de micro. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolé pour ce petit contretemps. Moi qui déjà adore les webinaires, je ne suis pas du tout stressé. Quand ça se passe bien comme ça au début, c'est top. L'URPS, moi quand j'ai commencé, je n'aimais pas du tout les acronymes et je ne comprenais pas trop ce que c'était. Donc l'URPS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union régionale des professionnels de santé. Il existe plusieurs URPS, médecins, pharmaciens, infirmiers. Et donc c'est pour ça que là, vous avez le logo de l'Union des URPS. Parce que sur le projet de violence conjugale, on a travaillé toutes les unions réunies. Donc l'URPS, c'est régional. Et donc là, on est aujourd'hui avec l'Ordre du Nord, mais si jamais un jour des gens du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de la Somme ou de l'Oise ont besoin, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra les aider aussi. Donc, le projet qu'on a au sein de l'URPS, donc on s'est rendu compte que c'est une problématique majeure de santé publique et on avait déposé un premier projet, alors je dis on, mais je ne faisais pas encore partie de l'URPS à l'époque. Il y avait été déposé un premier projet en 2015 qui avait été refusé par l'ARS à l'époque et on avait ensuite travaillé aux travaux du Grenelle sur les violences. Et après, en décembre 2019, l'ARS a fini par accepter qu'on puisse... Ça marche pas? Si, il faut le faire. C'est un peu de l'harcèlement. Ah. C'est peut-être lui qui... Peut-être Et ça, est-ce que là, ça marche mieux? Bon, excusez-moi. Est-ce que le TTR est disponible 24/24? Est-ce que là, ça fonctionne? Vous m'entendez? OK. Bref, on a pu commencer à travailler en décembre 2019 sur un projet qui a été lancé en 2021, crise Covid oblige. Donc, l'ensemble des professionnels de santé ont été impliqués, donc les 10 URPS des Hauts-de-France. Et donc, cette action a été financée par l'ARS et c'est en lien avec le réseau régional de périnatalité Auréane. Donc, en gros, le projet, nous avons au sein de l'URPS-CML des attachés d'information. Les attachés d'information, c'est l'équivalent des délégués de l'assurance maladie ou de la visite médicale pour les laboratoires pharmaceutiques. Et donc, on a des attachés d'information qui viennent dans les cabinets des médecins. Donc, si vous avez des demandes de l'URPS pour des passages d'attachés d'information, s'il vous plaît, laissez-les rentrer dans vos cabinets parce que c'est toujours très, très, très intéressant. Voilà. Ma présentation est repartie. Voilà. Donc, les attachés d'information font un rappel de connaissances sur qu'est-ce que la violence conjugale pour expliquer le cycle des violences. En règle générale, la thématique est vraiment appréciée par les médecins parce que la plupart des échanges durent plus d'une demi-heure. Donc, on voit que les médecins sont intéressés. Lors du passage à l'attaché d'information, il y a une présentation d'outils d'aide à la pratique avec des affiches, des guides, un violentomètre, les protocoles départementaux et la présentation des ressources locales. Donc, ces attachés d'information passent donc chez les médecins généralistes, les gynécologues, les pédiatres, les masseurs kinésithérapeutes et les sages-femmes. La première zone qui a été identifiée, donc, parce que souvent avec l'ARS, ce sont des expérimentations sur des petits territoires, malheureusement, c'est l'arrondissement de Compiègne, où vous voyez un petit peu sur la diapositive que
qu'on est plutôt bien accueillis, puisque la plupart des professionnels nous permettent de rentrer dans leur cabinet pour qu'on puisse leur délivrer l'information. Il y a, je ne sais plus où est le chiffre, mais il y avait à peu près il y a 400 professionnels qui ont été contactés et plus de 83% qui ont accepté qu'on vienne les voir. Suite à ce passage d'attaché d'information, nous avons mis en place des soirées pluriprofessionnelles et donc j'ai assisté à celle qui était en test à Lille au mois de mai. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'il y avait un théâtre d'intervention donc, qui s'appelle La Belle Histoire, qui a joué une scène pendant une 40aine de minutes. Et ensuite, il y avait une table ronde avec des intervenants locaux. Donc, il y avait des gens de la MIPROF, ce sont les gens qui sont spécialisés et qui sont formés dans le cadre de dépistage des violences. Et il y avait les acteurs locaux, donc spécifiques à chaque territoire, pour que les participants puissent repartir directement avec les sources locales. Donc le public concerné donc sont les 10 professions libérales des URPS. Je ne vais pas les lister puisque vous les avez en dessous sur la diapositive. Et comme on travaille avec le réseau Auréane de périnatalité, il y a aussi les professionnels hospitaliers et de PMI. Non, Frédéric, je n'ai pas dit que les visiteurs médicaux pouvaient être des attachés d'information. Tu as très, très mal compris. Et pour ceux qui sont les plus intéressés, vous pouvez tout à fait... il y a des formations longues qui durent 2 à 3 jours, si je me souviens bien, proposées par le réseau Auréane. Et donc ça, on donne toutes les informations à l'issue des soirées de présentation. Moi, mon intervention est assez rapide. Hein. Je vous dis juste les prochaines dates. Donc là, en ce moment, les attachés d'information sont en train de passer dans la zone de proximité du Dunkerquois, avec une soirée de sensibilisation qui est prévue le 11 octobre, et dans la zone de proximité du Cambrésis. Et la soirée de sensibilisation sera le 22 novembre. Et sur le Nord, c'est tout, mais il y aura Senlis et Compiègne aussi, qui vont avoir lieu à l'automne. Donc, on espère qu'il y aura d'autres soirées, d'autres territoires possibles, mais ça, c'est en négociation avec l'ARS. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci, docteur François Loez, pour votre intervention. Alors, on va sans plus attendre lancer le débat, si je puis dire, en essayant de répondre aux questions qui ont été posées sur le chat. Je vais donner la parole à docteur Roussel qui collige depuis le début ces questions. Merci, Monsieur le Président, et je remercie tous nos intervenants pour leur brillant exposé et l'URPS de nous accueillir aussi. Leur professionnalisme est à souligner. Alors, évidemment, on a eu pas mal de questions, des questions un petit peu évidentes pour vous, mais pas pour forcément les professionnels. Justement, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est le TTR et est-il disponible 24 heures sur 24, Madame la substitut? Oui, j'ai effectivement vu que la question avait émergé. Donc TTR, c'est le traitement en temps réel. C'est ce que j'ai indiqué dans toutes les juridictions de France, dans tous les parquets. Vous avez des cellules dédiées avec des magistrats du parquet, donc procureur de la République, qui gèrent toute la flagrance, tout ce qui se passe sur le ressort, toutes les gardes à vue en cours, toutes les affaires criminelles et donc tous les signalements urgents qui sont transmis à l'attention du procureur de la République. Le traitement en temps réel, cette salle TTR, cette cellule TTR, fonctionne évidemment 24 sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'on a dans les grosses juridictions comme à Lille, il y a un service qui fonctionne la nuit. Les collègues sont toute la nuit au tribunal et traitent le flux qui est massif. À Valenciennes, on n'a
pas la même activité, mais donc on a toujours un portable de permanence, le numéro qui sera disponible sur la convention, et donc on est joignable tout le temps, le week-end, la nuit, la journée, 24/24, 7 jours sur 7, à ce numéro-là. Donc s'il y a un signalement qui tombe même à 21h ou autre, quelqu'un y répondra et ce sera traité immédiatement. Alors, toujours pour vous, Madame Roux, doit-on informer la victime majeure en cas de signalement? Alors oui, effectivement, j'ai peut-être oublié de le préciser. J'ai indiqué que l'objectif pour le médecin, c'est de s'efforcer à recueillir l'accord de la patiente pour faire ce signalement au procureur de la République. Mais dès lors qu'il passera outre l'accord, c'est-à-dire malgré le refus de la victime, il va pouvoir signaler cette situation au procureur de la République si on est dans les critères que j'ai indiqués. Et donc, il devra obligatoirement informer de la victime de cette démarche et du signalement qui sera effectué au procureur de la République. Et pour vous, docteur Moore, vous estimez à combien de temps le fait de pouvoir instruire, de signaler, oui? Ça se fait au cours de la consultation et bon, évidemment, pour l'instant, nous avons le défaut d'être obligés d'imprimer la fiche de signalement et de l'envoyer par mail en le scannant. On va essayer de travailler au niveau du CDO 59 sur une dématérialisation avec un clic au niveau de l'informatique pour que ça passe beaucoup plus rapidement. Donc, évidemment, ça prend le temps d'une consultation, entre 10 et 15 minutes. Ça ne se rajoute pas à la consultation, puisque l'interrogatoire fait partie de la consultation et l'examen aussi. Alors, on a eu... Alors, comme je vous l'ai expliqué, le département du Nord est un grand département qui compte 6 tribunaux judiciaires. Nous sommes en train de négocier la signature de ces protocoles avec les autres tribunaux. C'est en cours. Et au fur et à mesure de ces signatures, toutes les informations nécessaires figureront sur le site internet, comme vous l'a expliqué le docteur Moore. Vous trouverez tribunal par tribunal, parquet par parquet, les différentes informations pour pouvoir bénéficier de ces protocoles qui, malheureusement, ne sont pas encore signés. Merci. Alors, on a eu la réflexion, un certificat médical de coups et blessures, d'accord, mais s'il n'y a pas de coups et blessures et que ce sont des violences psychologiques. Je vais... Allez-y, je suis... Pour avoir étudié la fiche de signalement, je vais pouvoir répondre à cette question. Sur la fiche de signalement figurent non seulement les éléments physiques, mais figurent aussi d'autres éléments, comme ce que je signalais tout à l'heure, la présence au domicile d'enfants, le fait alors, on a quand même travaillé sur le fait qu'on n'allait pas mettre les antécédents psychiatriques de l'auteur, parce que là, nous divulguons un secret médical et ça, c'est pas permis, même dans ce cadre-là. On n'oublie jamais d'utiliser le conditionnel ou les guillemets et on peut parler de l'emprise avec les critères financiers, avec l'emprise économique. On résume les dires de la patiente, quel que soit le danger et l'emprise subie. Oui. Madame la substitut, vous voulez rajouter Oui, je voulais simplement compléter. Alors effectivement, il y a la trame de signalement spécifique qui est une annexe de cette convention avec certains critères déjà quand on n'a pas de lésions physiques qui sont constatées ou autres. J'évoquais lorsque je présentais cette convention des situations où il est difficile parfois de poser, si je puis dire, un diagnostic quand on est notamment sur une question, un retentissement psychologique majeur en matière de harcèlement, par exemple. Un harcèlement, on est sur des profils assez inquiétants, on n'est pas sur la violence physique, mais une victime qui est souvent totalement dans un état de stress absolu, impossibilité de dormir la nuit, amaigrissement, etc. Donc, typiquement, je pense que ces situations ne sont pas toujours
facile comment dire, de rédiger, je pense, un certificat médical en la matière avec potentiellement une ITT ou pas. Et typiquement, ça fait partie des situations, je pense, où c'est intéressant de s'adresser à la médecine légale, qui va pouvoir ensuite apporter certains éléments complémentaires. C'est juste l'ajout. Justement, on a eu comme question, la victime peut-elle refuser le signalement et l'accord ou le refus doit-il être écrit? Alors, j'essaie de chercher justement avoir la trame type sous les yeux. La victime peut effectivement s'opposer au signalement. Simplement, quand on est dans les critères et que le médecin souhaite signaler cette situation, il va passer outre le refus de la victime et informer le parquet en indiquant à la victime, j'ai bien compris votre position, mais moi, vu la gravité de la situation dans laquelle vous êtes, je me dois de signaler cette situation et j'appelle la permanence. Et l'accord de la victime, merci, je le cherchais. En principe, quand la victime a donné son accord, ça apparaît sur le signalement type qui va être annexé. Je crois que il y a une mention qui est faite normalement. Voilà, à la fin du signalement, où le parquet a connaissance de l'accord de la victime au présent signalement. Voilà. Donc, comment le remplir en pratique, ce signalement? Les constatations médicales, reprise des dires de la victime, qu'est-ce qu'il faut préciser peut-être qu'on peut souligner qu'on trouvera sur notre site le signalement type, ce que vous disiez à l'instant, c'est parfait. Alors, on a eu la question de cas de personnes sans papier. La victime risque-t-elle une expulsion du territoire et existe-t-il des mesures de protection? Donc, une victime est en situation irrégulière et on signale la situation. Bon, non, a priori, on va pas être dans cette logique-là dès lors qu'on a connaissance de ça. On va pas s'amuser, nous, à prévenir immédiatement la police aux frontières, à vérifier avec la préfecture pour se charger de l'expulsion d'une victime. Ce sera pas notre priorité. Dès lors qu'on a connaissance de ça, on va déjà traiter cette situation de violence conjugale. Elle aura évidemment accès à tous les dispositifs qui existent sur le ressort. On a des hébergements d'urgence pour les victimes. On a des hébergements on a des prises en charge, des centres d'hébergement pour les auteurs de violences conjugales où il y a un suivi cadré avec des horaires stricts, de la vidéosurveillance dans les parties communes, un contrôleur judiciaire, un psychologue qui sont présents sur les lieux. Évidemment que lorsque le parquet a connaissance d'une telle situation, il va activer tous les dispositifs qui existent pour tout type de situation de violence conjugale et la situation irrégulière de la victime ne sera pas la problématique du parquet. Voilà, dans l'immédiateté, c'est pas du tout ce qui sera traité. On a eu des remarques sur je dirais pas l'angoisse, mais les craintes des médecins qui pourraient signaler sur le risque pour eux. Et je voulais savoir, donc, Maître Paternoster, si une plainte d'un patient pour violation du secret médical pouvait aboutir éventuellement à une sanction ordinale. Oui, merci. Pardon, excusez-moi. Voilà. C'est bon. Oui, j'ai expliqué donc effectivement que les médecins pouvaient avoir la crainte d'une plainte ordinale, notamment si le signalement pourtant fait dans les formes et fait à bon escient et de bonne foi n'aboutissait pas forcément à une procédure. La personne qui se sentait visée évidemment par le signalement pouvait déposer une plainte à l'ordre. Simplement, j'ai envie de rassurer les médecins. La chambre disciplinaire est extrêmement bienveillante avec les médecins qui ont fait un signalement de bonne foi.
extrêmement bienveillante et applique, et nous avons encore eu très récemment une décision, pour ne pas dire il y a à peu près un mois, une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui vient indiquer qu'il y a une irresponsabilité disciplinaire du médecin face à un certificat qui a été encore une fois fait de bonne foi. Irresponsabilité disciplinaire, donc même si effectivement par la suite il n'y a pas eu de poursuite parce qu'effectivement pour le coup la famille n'était pas en danger. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne chose et je pense qu'il faut le rappeler, s'il y a des plaintes disciplinaires, il n'y aura effectivement pas de décision à l'encontre du médecin, il n'y aura pas de condamnation. Oui, je vais compléter ce que dit Maître Paternoster par une petite information. Il y a une réflexion actuellement au sein du Conseil national sur une évolution de la législation. Pour ceux qui connaissent un petit peu la justice disciplinaire, il y a quand même deux catégories de médecins. D'un côté, les médecins libéraux et de l'autre, les médecins dits à mission de service public, médecins hospitaliers en particulier. Et le traitement des affaires disciplinaires est différent. À savoir qu'une plainte contre un médecin libéral, si elle n'est pas conciliée, elle ira à la chambre quoi qu'il arrive. Alors que les médecins qui exercent ce que l'on appelle une mission de service public, le plus grand nombre d'entre eux, ce sont les médecins hospitaliers. Ces médecins bénéficient, lors du dépôt d'une plainte, d'un filtre qui est le conseil départemental. En clair, si le conseil départemental estime que la plainte n'est pas justifiée, il va pouvoir stopper cette procédure. Eh bien, il est question de faire en sorte que ces procédures de signalement, même si elles sont effectuées par des médecins libéraux, soient considérées comme une mission de service public et entrerait donc dans ce champ, et le conseil départemental aurait moyen à ce moment-là de protéger quelque part les médecins, fussent-ils libéraux ou salariés, de ces plaintes. C'est une évolution législative qui est attendue, mais qui serait un pas important pour favoriser ces signalements. Quel médecin peut signaler? Médecin traitant, est-ce qu'un autre médecin peut signaler? Et est-il identifié avec son nom? Est-ce que son nom ressortira au cours de la procédure? C'est toujours ces plaintes, ces craintes, même si c'est en dehors de la consultation. Qui répond? Alors pour répondre, et je pense qu'on va se compléter les uns les autres, le signalement n'est pas anonyme. Le médecin, évidemment, va signer, indiquer son nom, dater ce signalement. En dehors de la consultation, on serait du coup dans un cadre, j'essaie de réfléchir en même temps à cette question, mais donc je trouve que le cadre sort un petit peu de la convention qu'on est en train d'aborder. Ça veut dire que ce serait un choix personnel de venir signaler une situation tout en faisant usage de sa qualité, mais en dehors de cette consultation. Néanmoins, de toute façon, dès lors qu'il utilise cette trame conformément à cette convention, etc., de toute façon, le signalement ne peut pas être anonyme derrière. Et puis, encore une fois, l'idée, c'est tout ce circuit, c'est de nous alerter par téléphone à la permanence pour qu'on déploie tout de suite tous les moyens nécessaires et qu'on sache quand même d'où vient ce signalement. Voilà, donc la réponse spontanément, ce sera non, pas de signalement anonyme de la part d'un médecin qui fera usage de cette convention. Et si je rebondis, est-ce qu'il est envisageable que ce signalement soit fait par une personne morale, puisque les médecins libéraux sont de plus en plus organisés en structure, en CPTS, en MSP. Est-ce qu'il serait envisageable qu'un signalement soit fait non plus par le médecin, mais par la CPTS ou la MSP? Personne morale, donc. Ça, c'est une colle, ça. Alors, j'étais en train de... en échangeant en direct entre nous. Donc, question oui, c'est effectivement une colle. C'est vrai qu'on n'a pas envisagé ce cas de figure, signalement personne morale.
nous, autorité judiciaire, on reçoit un signalement de tel cabinet médical avec l'identité de la victime qui donne son accord et on va traiter la situation. Nous, ça ne nous empêchera pas du tout de traiter cette situation sur le plan judiciaire. Est-ce que derrière, s'il y a des conséquences parce que le signalement n'est pas correct au regard de toutes les règles déontologiques, éthiques ou autres, et qu'il peut y avoir une réponse par l'ordre, ça m'échappe, j'en sais rien, parce que du coup, vous ne pouvez pas identifier quel est le médecin rédacteur. Mais en tout cas, pour nous, autorité judiciaire, pour le traiter, il n'y aurait pas de difficulté. Voilà, mais il y a peut-être une question qui m'échappe. Franck. Si c'est une personne morale qui déclare, que ce soit la CPTS ou une MSP, il y a forcément un gérant et dans ces conditions, le gérant sera nommé. Donc, il y aura forcément un signalement et ce sera quelqu'un qui n'aura peut-être pas vu la situation, qui sera amené à déclarer cette situation. Donc, c'est peut-être pas concevable de concevoir qu'une personne morale puisse déclarer. Alors, qu'en est-il du secret médical après le signalement? Le médecin peut-il être interrogé par des enquêteurs et répondre? Alors, si la crainte, c'est qu'effectivement, c'est la victime qui a manifesté son refus de voir sa situation être signalée, et puis derrière viendrait déposer plainte en raison de la violation du secret médical, le parquet de Valenciennes s'est engagé à ne pas poursuivre, hein, je le disais, sur le plan pénal des signalements qui seraient faits en la matière, avec une interprétation très souple sur la notion d'emprise, de danger immédiat. Hein. On a pu avoir des échanges informels entre nous avant le début de ce webinaire. Par exemple, une victime qui viendrait dénoncer un viol conjugal ou des viols conjugaux. On n'est pas sur de la violence physique imminente avec une atteinte à son intégrité immédiate. Néanmoins, si on avait connaissance de ce type de fait, on n'engagerait pas des poursuites pénales au niveau du parquet de Valenciennes. En revanche, qu'il y ait une audition, ne serait-ce que libre du médecin ou voir un petit peu ce qu'il en est, je ne sais pas encore s'il y aurait un classement ab initio sexe, c'est-à-dire en termes d'orientation, on a plusieurs possibilités. On a connaissance d'une plainte. En principe, on fait des investigations, on va creuser, on entend la personne mise en cause. Hein, et puis derrière, soit on poursuit, ce qui ne serait donc jamais le cas en la matière, vous l'avez bien compris, soit on classe la procédure pour absence d'infraction insuffisamment caractérisée. Bon, peut aussi s'envisager le classement ab initio, c'est-à-dire que dès lors qu'on est dans ce cadre-là, on classe, on n'entend même pas. Pour être tout à fait honnête, je ne saurais pas trop vous dire immédiatement parce que tout dépend de ce que nous dit la victime dans sa plainte. Est-ce qu'il y a un abus ou pas qui est dénoncé? J'en sais rien. Donc peut-être qu'il y aurait à minima une audition libre. En tout cas, jamais de poursuite sur le plan pénal pour un médecin qui nous signale encore une fois une situation. Voilà. Merci. Et j'ai encore une question un petit peu plus précise pour vous. Y a-t-il des statistiques concernant les violences conjugales auprès du tribunal? Alors oui, je vais pouvoir répondre pour Valenciennes spécifiquement. J'ai évoqué les plaintes déjà, donc plus de 1800 plaintes pour l'année 2021. 2022, j'ai pas encore les chiffres. On était à 1300, je vous le disais, en 2020. Ce que ça représente pour l'activité pénale, tout type d'audience confondue, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible aussi parce que je sais que le monde judiciaire est assez opaque pour des personnes qui ne sont pas forcément familières à tout ce fonctionnement. Toutes les audiences correctionnelles confondues, c'est-à-dire qu'on a les audiences de comparution immédiate, les audiences correctionnelles classiques, ce qu'on appelle le plaidé coupable sur le système américain. Bon, tout type d'audience confondue, ça représente un quart de l'activité du tribunal de judiciaire de Valenciennes, ce qui est énorme. En termes de déferment, ce qu'on appelle déferment, c'est réponse un petit peu coup de poing de la part du parquet où l'auteur est en garde à vue, on va se le faire présenter devant nous. Il y a une escorte qui va nous présenter la personne mise en cause. Soit on va demander son placement sous contrôle judiciaire avec des interdictions, obligations, soit son incarcération qui sera décidée par un autre magistrat, le juge des libertés de la détention. Tout type de déferment confondu, et il y en a énormément parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les violences intrafamiliales, mais on a tout ce qui concerne les délits routiers, le trafic de stupéfiants, les atteintes aux biens, les vols, etc. Sur
toutes ces affaires-là, ça représente 1/3 de l'activité concernant les déferments, 1/4 de l'activité pénale en audience correctionnelle, 1800 plaintes. Et dernier chiffre intéressant aussi, le dispositif Le téléphone grave danger, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, c'est ce fameux dispositif où on équipe la victime. Par exemple, lorsque l'auteur est en fuite ou l'enquête est en cours, elle va pouvoir actionner ce dispositif, appuyer 3 fois sur un petit bouton rouge sur le côté. Elle sera géolocalisée immédiatement, intervention des forces de l'ordre, dès lors qu'elle voit par exemple l'auteur à proximité. Je simplifie un petit peu le dispositif, mais voilà. On était à 10 TGD, 10 téléphones grave danger en début 2020. On est à 64 aujourd'hui. Donc, on a une activité qui ne cesse de croître effectivement ces dernières années. Une question sur le plan déontologique. La dérogation au secret médical peut-elle s'appliquer au risque infectieux en cas de MST, notamment au diagnostic de VIH chez le partenaire? Les éléments médicaux sont couverts par le secret professionnel et il ne nous est pas permis, même en cas de viol, ou en cas d'avertir la victime du statut médical de l'auteur. Sérologique de l'auteur. Quel est le délai accordé pour pouvoir signaler après connaissance des faits? Alors, il n'y a pas de délai autorisé ou imposé par cette convention, simplement le bon sens, c'est-à-dire que si on est face à une situation d'une gravité telle où on va le signaler au parquet malgré le refus de la victime, le plus vite l'affaire sera signalée, le plus vite on pourra agir, aller interpeller l'auteur, faire ce qu'il faut pour qu'une réponse pénale soit apportée. Et le risque, c'est que si on tarde dans ce type de situation, il y a un drame qui se produise, évidemment, et je pense que ce sera là aussi difficile à vivre pour le médecin qui s'est posé des questions, ce que je peux comprendre parce que la situation est difficile. D'où, encore une fois, dans ce type de situation, quand on est dans l'hésitation, ne pas hésiter à faire appel, encore une fois, au service de la médecine légale, qui est co-signataire dans cette convention, qui servira de tiers et d'intermédiaire au moindre doute, à la moindre difficulté, et qui pourra tout de suite prendre le relais s'il y avait une hésitation. Merci. Et alors, on nous a rappelé dans les questions le cas de pédopsychiatre suspendu pour dénonciation d'inceste. Est-ce que, Jean-Philippe, c'est possible de repréciser justement l'affaire? Merci. Voilà, que le micro c'est mieux. C'est une affaire dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, d'abord, rapidement l'histoire, une pédopsychiatre qui fait un signalement. Le problème est que le signalement n'est pas fait au bon endroit. Lorsque vous faites un signalement de violence ou pour un mineur, ce signalement doit être fait auprès du procureur de la République. Il y a d'autres procédures moins lourdes qui sont l'information préoccupante notamment, mais en tout cas, lorsqu'on fait un signalement, ça doit se faire auprès du procureur de la République. Dans l'affaire dont on parle, ce signalement a été fait auprès du juge aux affaires familiales et a donc entraîné une succession de décisions préjudiciables dans le couple qui était en position de divorce. Et finalement, c'est pas le signalement qui était critiqué, mais l'endroit près duquel ce signalement avait été fait. Donc, pour résumer cette affaire, la chambre disciplinaire de première instance avait rejeté la plainte. La pédopsychiatre a été condamnée en appel et le Conseil d'État vient d'annuler, alors dans la première partie du jugement, vient d'annuler cette décision et on peut penser, toujours pour revenir sur ce que disaient les uns et les autres, la bienveillance doit faire que finalement, on doit d'abord voir le signalement et secondairement seulement les conditions dans lesquelles il a été fait. C'est ça. On a encore eu deux, trois questions sur le fait du médecin signaleur. Est-ce qu'un médecin retraité pourrait signaler? Est-ce que vous pouvez préciser
Hein, c'est bien tout médecin et en dehors de la consultation, évidemment. Oui, effectivement, tout médecin pourra signaler cette situation conformément au circuit. Je crois encore une fois que cette convention, elle a été diffusée largement sur le site du Conseil de l'Ordre. Hein, donc, il y aura les coordonnées, la trame type à remplir et le parquet agira dès lors qu'on aura réception de ces éléments-là. On déclenchera l'enquête, donc il n'y a aucune difficulté pour procéder à ce signalement, même pour un médecin retraité et en dehors de la consultation en elle-même. Alors, on a une question là qui vient de tomber. La fiche de signalement sert-elle à tous les types de signalements, notamment violence intrafamiliale, exemple violence perpétrée par un mineur sur ses parents, même si l'on sort un peu de la thématique du jour, nous précisons. Merci. Alors, je pense qu'on réfléchit même chose un petit peu en direct tous ensemble. C'est vrai que là, moi, je vous parle vraiment du cadre, l'article, voilà, c'est ce dont je vous parlais, le 226-14 alinéa 3. Hein, cette convention, elle a été faite pour ça. Cette dérogation qui a été créée par la loi, ce signalement qui a été annexé. Après, c'est vrai que vous avez aussi la loi qui vous impose, dans certaines situations, de faire un signalement au parquet. Et donc, je pense qu'effectivement, on peut s'appuyer sur cette trame qui a été conçue pour faire le signalement au parquet, puisque l'intérêt de cette trame, c'est qu'elle soit conforme aussi à vos obligations déontologiques qui sont les vôtres, pour que vous ne soyez pas en difficulté. Donc, je ne vois pas le problème concernant cette question. Je vous remercie. Une question, oui, pardon, je voulais Solange apporter. Je voulais juste rajouter qu'il y a Je voulais juste signaler qu'il était possible d'avoir une fiche de signalement type pour tout type de maltraitance sur le site du Conseil national de l'Ordre. Et puis, par ailleurs, actuellement, on travaille pour la mise à disposition de tous les médecins de kits avec des signalements, des documents types pour l'information préoccupante, parce que celle-là aussi nous pose quelques problèmes quand il faut la rédiger. Ça sera présent sur le site du Conseil départemental de l'Ordre lorsque le 59 disposera de ces documents. Merci Solange. Alors, comment faire lorsqu'une patiente demande un certificat de coups et blessures pour porter plainte? Doit-on leur faire un signalement au cabinet obligatoirement? Et si plainte non déposée par la plaignante, quel risque encourt le médecin? Oui, bonjour. Alors, sur cette question, merci Franck, il y a 2 choses différentes, c'est-à-dire une patiente vient vous voir pour que vous constatiez des coups et blessures et vous allez pouvoir faire un certificat médical constatant, médicalement parlant, l'état de la patiente, mais a priori, vous ne rentrez pas dans cette permission de violation du secret professionnel car vous n'êtes pas en train de constater une emprise ainsi qu'un danger immédiat visiblement pour cette patiente. Si vous rentrez dans ce cadre-là, alors on revient effectivement dans le sujet du jour. Si une patiente simplement vous dit « je souhaite déposer plainte contre quelqu'un nommé ou non nommé, mais je vous remercie de constater par un certificat médical mon état actuel », donc aux constats médicaux, donc les bleus, les griffes, etc. Vous pouvez constater, mais simplement constater ce que vous voyez effectivement à l'examen clinique et sans plus. Donc, il y a vraiment 2 choses différentes. Ça peut être intriqué, mais pas obligatoirement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci Julie. Une question concrètement, comment adresser une personne à la médecine légale et doit-elle passer par les urgences? Est-ce un accueil direct? Alors, même chose, dans cette convention, vous allez avoir les coordonnées de la médecine légale que vous pourrez contacter. Et ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est qu'elle soit reçue au maximum le lendemain,
en fonction, encore une fois, du degré de gravité, elle serait reçue immédiatement, mais sinon, le lendemain dans la demi-journée. Et évidemment qu'elle sera reçue directement par le service de la médecine légale, hein, puisqu'il y aura un rendez-vous qui sera fixé entre le médecin traitant et ce service-là. Il n'y aura pas d'attente, elle ne passe pas aux urgences et tout sera justement bien rodé. C'est l'intérêt, encore une fois, de ce circuit et de cette convention. Merci. Alors Solange, je pense que tu as répondu dans ton PowerPoint à cette question, mais on va le repréciser. Que fait-on du patient victime après avoir transmis le signalement? On essaye de le mettre en sécurité. Alors, on se retrouve dans des situations particulières. S'il est dans notre cabinet et qu'on estime qu'il est en danger immédiat et sous emprise, on peut appeler un service sanitaire pour transporter le malade à l'hôpital, pour le mettre en sécurité, pour la victime à l'hôpital. Sinon, par l'intermédiaire de cette carte interactive, il est possible de contacter les associations à disposition dans le territoire où la victime pourra être hébergée et protégée. Alors, actuellement, vous me contredirez, Madame Roux, si je me trompe, mais il semblerait qu'on éloigne beaucoup plus facilement l'auteur et que la victime peut rester à domicile avec ses enfants, donc pouvoir disposer d'un toit avec ses enfants. Alors effectivement, je vais rebondir là-dessus. C'est important, hein, cette notion de tous les services qui sont toutes les associations et le maillage partenarial qui existe sur le ressort et vous aurez encore une fois accès à tout en principe, hein, notamment le SAVU, les services d'aide aux victimes d'urgence, services d'aide aux victimes, parce qu'elle va avoir besoin aussi d'un étayage et d'un accompagnement, hein, donc de l'orienter sur ces services-là, c'est important. Quand vous êtes dans cette situation d'extrême urgence où il y a cette prise en charge sanitaire avec le lien qui sera fait par téléphone avec la médecine légale où elle sera tout de suite prise en charge ensuite à l'hôpital, c'est une chose. Évidemment, il y aura l'appel à la permanence, je vous en parlais, avec dans les cas les plus graves, hein, une patrouille qui sera dépêchée et l'auteur qui pourrait être interpellé sur place, hein, s'il est d'ailleurs présent au niveau du cabinet. Pour effectivement conclure sur cette notion d'éloignement, il y a eu un changement un petit peu d'orientation et de politique, puisque pendant longtemps, on a exfiltré les victimes pour les protéger en les accueillant dans des structures d'urgence, sauf que c'est des structures qui sont aussi difficiles, éloignées de leur domicile, avec des enfants qui sont eux-mêmes, qui ne sont plus dans leur chambre habituelle, loin de leur école, loin de leurs proches. Bon. Donc, il y a eu un changement un petit peu de politique à ce niveau-là, et l'idée maintenant, c'est d'éloigner l'auteur, de laisser la victime et ses enfants dans son habitation, d'éloigner l'auteur dans ces centres d'hébergement dont je parlais. On en a un sur Valenciennes, un deuxième qui sera créé sur Denain, éventuellement un troisième sur Valenciennes, vu le ressort et la taille et l'importance de l'activité. Je le disais, avec un suivi très cadrant, un règlement intérieur à respecter. C'est dans le cadre d'un contrôle judiciaire, hein, et si les conditions et le règlement n'étaient pas respectés dans ce centre d'hébergement, en réalité, derrière, c'est le contrôle judiciaire qui peut être révoqué et l'incarcération de l'auteur. Donc, c'est un cadre très, très strict. Il n'y a rien de plaisant d'être pris en charge dans ces types d'hébergement et ça permet encore une fois à la victime et aux enfants de rester dans leur lieu d'habitation. Merci beaucoup. Et le fait d'avoir une patiente qui répond aux critères de la levée du secret médical, on sait qu'elle va porter plainte. On nous pose la question, est-ce qu'on doit quand même signaler ? Alors, je pense, si de toute façon la victime est d'accord pour que ce signalement soit transmis à l'hôpital, ce sera bénéfique de toute façon de pouvoir agir tout de suite, d'avoir les premières informations, le certificat qui soit adressé sur la boîte de permanence du parquet. Et le parquet fera ensuite le nécessaire pour qu'elle soit entendue tout de suite par un groupe d'enquête spécialisé, hein, les atteintes aux violences conjugales, et que s'en suivent tous les actes d'enquête obligatoires en la matière. Donc, de toute façon, même si vous avez une victime qui vous indique qu'elle souhaite déposer plainte, je conseille vivement de faire ce signalement si elle en est d'accord, puisque vous ne savez pas non plus si dans les heures qui suivent, elle ne va pas changer d'avis en sortant du cabinet ou autre. Donc de toute façon, c'est une plus-value indéniable dès lors qu'elle est d'accord, autant faire ce signalement. Et toujours dans ce cadre de crainte pour le médecin de ne pas avoir signalé, le fait que ce ne soit pas obligatoire,
le médecin ne risque pas d'être embêté pour justement cette non-dénonciation? Alors, je vais pousser un petit peu à l'extrême la question, hein. Je pense que derrière la question, c'est est-ce qu'on peut le poursuivre pour non-assistance à personne en danger, hein. Un médecin qui aurait connaissance d'une situation dramatique qui se joue devant lui, il est complètement dans les critères, mais il ne signale pas la situation et il se passe un féminicide derrière. Évidemment, malheureusement, pour en avoir vécu sur mes 3 années de fonction, on fait ce qu'on appelle un retour d'expérience, où on réunit tous les partenaires autour de la table pour comprendre où est-ce qu'il y a eu une défaillance, un dysfonctionnement et comment faire pour améliorer la situation, la prise en charge et éviter ce type de situation dramatique. Donc évidemment que je pense qu'il y aura un questionnement. Je dis pas que le parquet va engager des poursuites pour non-assistance à personne en danger à l'encontre de ce médecin. Je ne sais pas quelle serait la réponse pénale au niveau du parquet. En tout cas, c'est certain, vu les partenariats maintenant qu'on a montés avec le Conseil de l'ordre, la médecine légale, le département, qu'on se questionnera nécessairement pour savoir, mais pourquoi, lorsqu'on avait connaissance d'une telle situation dramatique, personne n'a été informé, ni même, encore une fois, la médecine légale dont il y a les coordonnées, qui sert d'intermédiaire, à qui on peut indiquer, voilà, j'ai cette situation qui est plus que compliquée, qui me dépasse parce que je suis dans un lien de confiance, parce que j'ai peur, l'auteur est à proximité, qu'ils viennent derrière me menacer ou m'intimider. Je ne suis pas en capacité de faire ce signalement. Je vous oriente cette patiente, puisque c'est possible dans ce circuit. Donc, ce serait, je pense, très mal compris pour les partenaires, le parquet, de ne pas avoir eu connaissance de cette situation qui a été décelée dans le cabinet. Et par ailleurs, je pense que ce serait encore une fois très difficile à vivre aussi pour le médecin s'il avait connaissance en tout cas dans la semaine qui suit d'un féminicide. Je pense que c'est difficile aussi à vivre de se dire qu'on n'a rien signalé alors qu'on avait ça sous les yeux. Merci pour vos réponses pertinentes et pour les échanges que nous avons eus. Je vais laisser la parole au président pour conclure cette soirée thématique. Oui, il est quasiment... Encore un problème de micro. Voilà, je disais, il est quasiment 22 heures. On a réussi à tenir les délais. On a, je pense, répondu à la quasi-totalité des questions. Il me reste à remercier tous les participants et ils ont été très nombreux. J'ai vu des pics là vraiment très importants. C'est vraiment un succès. On est ravis qu'il y ait autant de médecins qui s'intéressent à cette problématique. Bien évidemment, c'est une expérience réussie qui est appelée à se renouveler. Et on y songera si d'autres sujets le réclament, et ça a été réclamé. Je vais remercier à nouveau l'URPS, Mme Grimont-Pré et le Dr Loez de leur accueil. Je remercie Madame le substitut Élodie Roux. Je remercie le docteur Solange Moore, notre avocate Maître Paternoster, Franck Roussel, le docteur Franck Roussel, et puis nos juristes, Mme Scarna et Mme Follins. Voilà, merci à tous, très bonne soirée, et on coupe donc à 22 h pile. J'ai oublié un truc.